Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo d'introduction au service de cloud de Microsoft Azure. Et dans cette dixième partie, dixième vidéo, on va parler d'optimisation et de gestion des coûts des ressources dans Azure. Donc déjà, première chose, quand on va passer dans un monde de cloud public, on doit également changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on va passer le plus souvent d'un mode dit de CAPEX à un mode d'OPEX. Donc la différence étant que dans le mode de CAPEX, on va investir dans du matériel, dans du logiciel. Donc on va faire un achat et après on va l'amortir. Alors dans un monde d'OPEX, en fait, on va payer plutôt un service des opérations. Donc on passe vraiment sur un mode de paiement qui est à l'usage, qui va être basé par rapport à du temps d'exécution, par rapport à une quantité de stockage utilisée dans le cloud public, à une volumétrie de données échangées au travers du réseau. Et puis également, dans ce paiement à l'usage, on peut intégrer également, une part liée à la licence logicielle. Donc on sera vraiment sur, l'usage et non plus sur la possession, de telle brique matérielle ou de telle brique logicielle. Et puis, dans le monde du cloud, en tout cas dans le monde d'Azure, on verra qu'on peut avoir des prix réduits, si on s'engage sur la durée, un petit peu de la même façon, qu'on a avec aujourd'hui les forfaits de téléphone, mobiles. Si on s'engage sur une durée, plus longue, on peut avoir des coûts, inférieurs à si, on est sur un mode sans engagement. Donc quand on parle, de facturation, d'Azure, on doit parler également d'API. Donc il existe différentes interfaces de programmation, qui permettent du coup, de calculer, combien ça va coûter. Donc la première API s'appelle, Azure Resource Usage. Donc c'est simplement une API qui va vous permettre d'avoir des informations sur vos données de consommation. En gros, quelle volumétrie de stockage a été, utilisée pendant telle période, quelle, volumétrie en termes de transactions réseau, quel, nombre, puissance de calcul a été utilisé, et cetera. Ensuite, on a une deuxième API importante qui est celle qu'on appelle Azure Resource Rate Card, qui est en gros ni plus ni moins que la grille des tarifs. Donc c'est la liste de toutes les ressources Azure qui sont, disponibles et le coût estimé, de ces ressources en fonction de l'endroit où elles sont instanciées. Dernière chose, il existe une API également qui permet de faire le téléchargement des factures Azure, on va en parler tout à l'heure. Donc globalement, les deux API les plus importantes sont effectivement donc, l'API, d'usage et l'API, de la rate card qui en gros, contient la grille des tarifs. Donc si on combine l'usage avec la grille des tarifs, globalement, on obtient, les informations de facturation qui nous intéressent en tant que client. C'est-à-dire savoir, combien j'ai utilisé telle ressource, quel est son coût, heu, alors quel est son coût méga si c'est du stockage, quel est son coût, à la seconde si c'est du compute, et cetera. Et si on combine les 2, on obtient en fait, sa facture. Donc la plupart des solutions que vous pourrez, trouver sur le marché, qui permettent en fait, pour un fournisseur de cloud, d'évaluer, des factures, des coûts et de les optimiser, utilisent toutes en fait, ces 2 API. La rate card, la grille de facturation et l'usage qui est en gros la consommation réelle des services. L'exemple que j'ai ici est, Claudine, donc c'était une solution, avant 2017 qui était, indépendante et qui utilisait ces 2 API et puis après, à partir de ces 2 API, elle vous proposait, des jolis graphiques qui vous permettaient en gros, d'estimer, votre consommation cloud, les coûts associés et puis comment les optimiser. Donc cette solution a été rachetée, et l'achat a été annoncé, en juin 2017, donc il y a à peu près, 2 ans et demi. Donc pendant 2 ans et demi, la solution a été mise à disposition, des clients, d'Azure. Heu et donc il faut savoir que cette solution, va bientôt s'arrêter. Donc elle s'arrêtera, en février, 2020, donc c'est-à-dire dans pas très longtemps. Nous sommes aujourd'hui là, fin décembre, à l'heure d'enregistrement de cette vidéo, et donc le service Claudine qui aujourd'hui est encore toujours disponible pour nos clients, sera remplacé par une solution qui s'appelle Azure Cost Management, officiellement à partir de février, 2020. Donc pour l'instant, Azure Cost Management fonctionne, Claudine aussi, Claudine va disparaître, en février 2020. Donc, si on résume, finalement, les outils qu'on va avoir pour suivre et optimiser ces coûts dans Azure, donc il y en a 2 principaux qui vont nous intéresser, dans cette vidéo. Le premier, c'est Azure Cost Management et le deuxième, c'est Azure Advisor. Ensuite, il existe beaucoup d'autres outils, connus sur le marché, pour faire du suivi, des coûts, de cloud, également, proposer des options, d'optimisation ou de réduction des coûts. Donc dans les plus connus, on peut citer, Turbonomic,
qui sert également d'outil d'assessment quand on fait des migrations vers le cloud. Et puis également, on a HPE Consumption Analytics, hein, dont l'ancien nom était plus connu pour certains d'entre vous, qui s'appelait Cloud Cruiser à l'époque. Il en existe encore beaucoup d'autres. La plupart, de toute façon, vont toujours fonctionner sur les mêmes modèles. Ils vont utiliser les API qui sont mis à disposition par le ou les fournisseurs de cloud tels que Azure. Et puis à partir de là, ils vont réexposer de manière plus ou moins jolie ces informations-là. Donc on va prendre le service fourni par Microsoft, fourni gratuitement par Microsoft, donc qui s'appelle Azure Cost Management. Donc c'est un service qui va permettre de gérer les coûts et puis de suivre leur évolution par abonnement Azure. Alors Azure et AWS, donc le service est gratuit pour surveiller sa consommation, son usage et sa facture d'Azure. Et si vous voulez également utiliser la même interface pour visualiser la consommation et vos factures Amazon Web Services, hein, vous pouvez également brancher au travers d'un connecteur qui est actuellement en preview Azure Cost Management sur votre abonnement ou vos abonnements AWS. Et cette partie-là sera payante, ce sera un pourcentage de la facture totale AWS. Donc l'outil se présente de la manière suivante, on est ici dans le portail Azure, dans la zone Cost Management and Billing. Et donc, première chose qu'on voit, c'est vraiment que l'outil va servir à analyser et optimiser finalement ses coûts de cloud. Et donc se divise globalement, quand on prend la page d'accueil, en 3 zones. Analyse des coûts liés au cloud, surveillance des budgets. Donc en gros, on va définir, on va voir des budgets et on va surveiller qu'on ne dépasse pas trop. Et puis dernière option, c'est l'optimisation. L'optimisation, on verra que ça va appeler à un autre produit qui s'appelle Advisor pour faire ces opérations-là. Donc ce qui nous intéresse, c'est la partie, la première partie, analyse des coûts du cloud. Et dans celle-ci, en fait, on va avoir une visualisation sous différentes formes, en gros, de la consommation d'un abonnement ou de plusieurs abonnements Azure. Donc ici, on voit tout de suite une vue qui s'étale sur un mois, avec ici une progression, parce qu'effectivement, les coûts s'accumulent au fur et à mesure durant le mois. Et on voit en dessous la segmentation de ces différents coûts, soit par type de service, soit par zone géographique, donc par région Azure, soit par ressources groupes. Vous savez on rassemble les ressources dans Azure dans des groupes de ressources qui permettent de déléguer en gros l'administration et de faire justement un meilleur suivi des coûts. Alors, cette vue graphique en fait est extrêmement personnalisable. On peut la faire sous différentes formes. Donc, soit on peut faire une vue cumulée de l'ensemble des coûts, soit on peut faire des coûts par ressources, soit on peut faire des coûts quotidiens, soit des coûts par type de service, soit avoir carrément une vue détaillée, auquel cas là ce sera plus une vue graphique, ce sera un tableau. Ensuite, sur la partie visualisation, on va pouvoir choisir également des périodes. Donc on peut faire ça sur le mois courant, ou les 7 derniers jours, ou alors travailler sur un mois calendaire ou un quarter, donc un trimestre, ou une année complète, etc. Donc vous voyez, on a pas mal d'options, et puis on peut également définir son propre espace-temps durant lequel on peut voir la consommation évoluer. Donc ici, je vous ai mis par exemple une vue par service. Donc chaque barre de couleur est un service particulier d'Azure. J'ai fait ici une vue qui allait de juin à novembre 2019. Et ensuite, j'ai fait un regroupement par colonne. Donc ici, on voit le mois de juin, le mois de novembre, et puis chaque couleur correspond à un service. Donc on voit ici par exemple qu'on a un service qui a fait un pic au mois d'octobre. Le service est en bleu, donc ça correspond au service Log Analytics, qui est en gros le stockage des journaux d'activité, des métriques, dans un puits de log. Donc une autre façon de voir ici, donc j'ai repris la même approche, sauf qu'ici en termes de granularité, je vais passer au mois. Et les colonnes, ici, je les ai empilées, donc globalement, j'ai chacun des jours qui sont ici définis, et pour chacun des jours, en fait, j'ai le détail de la facture. Et là, on s'aperçoit, par cette vue-là, par exemple ici, que en gros, du 24-25 septembre jusqu'au 20-21 octobre, eh bien, j'ai eu une surconsommation de mon service de log. Donc j'ai probablement eu beaucoup d'ingestion à ce moment-là, donc beaucoup d'arrivée de nouveaux logs et donc de stockage de nouveaux logs et de traitement de nouveaux logs. Et on voit ici que ça a radicalement fait bouger vers le haut ma facture.
Peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, ce type de graphique vous permet très rapidement de voir où tout d'un coup, il y a un comportement qui est potentiellement anormal. On voit également sur ce graphique l'arrivée, par exemple, de nouveaux services à partir d'octobre, de début novembre 2019, où là ici j'ai commencé à activer des services de type Sentinel et des app services. Voilà. Et là on les voit arriver ici avec d'autres couleurs. Donc vous voyez qu'on a pas mal d'options différentes en fait pour visualiser finalement la donnée, parce que tout ça ce n'est que des données, et après de pouvoir déterminer si à un moment c'est normal d'avoir des changements drastiques de consommation et donc de facturation, ou au contraire si on est plutôt assez stabilisé et assez prédictif. Donc ce que je vous ai montré ici de manière graphique, on peut également récupérer l'ensemble des informations en ligne de commande avec l'outil d'administration en ligne de commande d'Azure, donc la ligne de commande AZ. Et donc on a AZ Consumption qui existe comme commande usage, et puis ensuite on va donner l'ensemble des paramètres derrière, et on récupérera le retour de tout ça sous différents formats, soit sur du format de type table. On peut également renvoyer ça sous le format d'un JSON et ensuite venir parser le JSON. On peut également le renvoyer en YAML. Donc ici, j'ai renvoyé en JSON. Donc j'ai listé mes usages et j'ai renvoyé l'output en JSON. Et là, chaque élément de ma facture en fait est détaillé. Donc je sais quel abonnement, quel provider, quel service est utilisé, où est l'instance, comment s'appelle l'instance, etc. La métrique derrière et le coût associé avant les taxes. Donc, ce que je vous ai passé ici en jaune. Alors, une fois qu'on a bien travaillé, qu'on a bien analysé un peu ces coûts, on peut également se définir des budgets. Donc des budgets, on va pouvoir les définir soit à l'échelle d'un abonnement Azure complet, en disant, bah, par exemple, j'ai un abonnement Azure pour pour mon test et mes développements, et ce développement a un budget de 1000 dollars par exemple. Donc on va pouvoir le définir au niveau de l'ensemble de l'abonnement. On va voir qu'on peut également définir le budget de manière un peu plus granulaire, par exemple sur un ressource group. Mettons que vous avez un ressource group qui contient toutes les ressources pour l'abonnement, pour l'application des ressources humaines. Donc on pourrait l'appeler ressource group RH. Eh bien on pourrait se définir un budget par rapport à l'application RH, par rapport au budget qui nous est alloué par les RH pour leur application. Donc ici on donne un nom à son budget, on lui donne la période sur laquelle ce budget se remet à zéro. Est-ce que c'est un budget annuel? Est-ce que c'est un budget mensuel? La date de début, la date de fin. Et ensuite, on donne un montant à ce budget. Au passage ici, quand on va établir le budget, il commence à vous mettre un graphique en fait des mois précédents. Et ici, vous avez, on ne sait pas encore, ce sera les mois qui vont suivre. Donc là, c'est du forecasting où on vous met une estimation potentielle, mais globalement, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé avant et la ligne de budget que vous allez vous fixer. Du coup, à partir du moment où on a défini un budget maximum, l'idée c'est de se positionner, de se définir des alertes par rapport à l'évolution de la consommation de ce budget. Donc ici, par exemple, j'ai mis une alerte qui me dit dès que je suis à 50% de mon budget, je veux déclencher une action derrière, un groupe d'actions. Donc là, par exemple, ici, j'ai une première action qui était une notification dans Teams. J'utilise un webhook, mais je pourrais également m'envoyer un email. Donc là, j'ai mis mon email. En fait, les actions utilisent les groupes d'actions d'Azure Monitor. Et donc, dedans, on peut faire, au-delà de simplement faire une notification dans Teams, on peut faire pas mal de choses. On peut déclencher, par exemple, des runbooks d'automatisation, d'automation. Donc ça, c'est le système d'orchestration d'Azure, le service d'orchestration d'Azure. Pour déclencher, par exemple, ça commence à revenir trop cher, on va arrêter des machines virtuelles de manière automatique. On peut envoyer un email aux managers, ceux qui gèrent l'abonnement Azure. On peut envoyer un email, faire un SMS, envoyer une notification push, notification vocale. On peut ouvrir un ticket dans un système de ITSM. On peut déclencher un workflow avec Logicap. On peut envoyer un webhook. Teams, en l'occurrence, c'est un webhook. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses en fait qui vont opérer des actions suite au dépassement de tel pourcentage du budget. Donc une fois que ce budget ou ces budgets ont été définis, vous en avez un résumé ici dans l'interface d'Azure Custom Management. Et donc vous avez également
la date de départ, la date de fin, le résumé du budget, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la consommation du budget. Donc vous avez sa progression ici en termes de pourcentage. Et puis ben, si vous dépassez à un moment une target, un déclencheur, eh bien vous allez recevoir soit une notification dans Teams, soit par exemple ici un email. Donc là je reçois un email qui me dit que mon budget, enfin le budget que j'ai appelé budget Stan a été dépassé et qu'actuellement il est à 500 €, alors que la notification, le déclenchement était à partir de 500 €. Voilà. Et donc là, j'ai la date et à tout moment, je peux aller revoir mon budget ou aller analyser pourquoi tout d'un coup mon budget a dépassé. Donc du coup, sur la facturation, ce qu'il est probable, c'est que les gens qui font l'administration des ressources ne soient pas forcément ceux qui vont gérer l'aspect financier. Même si aujourd'hui, on devrait tous avoir euh, un peu de, un peu d'intérêt sur le sujet, en tant que IT, DevOps, Dev, et cetera. On peut également déléguer dans un abonnement ou des abonnements Azure, la gestion de la lecture de la facture à des tierces personnes qui, eux, sont plus des personnes liées au budget et donc au respect de l'utilisation de cet argent. Donc on a pour cela dans Azure un rôle particulier qui s'appelle le rôle Billing Reader, donc qui porte bien son nom. C'est celui qui a le droit de lire la facture et c'est celui qui a le droit d'accéder aux données de facturation, donc aux API associés ou directement aux fichiers associés. Donc vous allez pouvoir prendre des utilisateurs, par exemple faisant partie du groupe de la finance, exemple simple, et dire pour ces abonnements-là Azure, John de la finance aura le droit d'aller lire les données de facturation. Du coup, John de la finance pourra donc pour chacun des abonnements Azure venir télécharger chacune des factures ou se les faire envoyer par email également. Le format des factures, quand on veut les télécharger, il y en a deux aujourd'hui. Donc il y a le CSV, un bon vieux Excel, ou alors un PDF qui ressemble à ça. Donc ça c'est le CSV. Donc on a un fichier CSV tout à fait classique. On va retrouver les différentes colonnes avec les différentes informations associées. Donc là on retrouve effectivement les types de providers associés derrière, la quantité, donc l'usage qui a été fait, le coût associé, la devise, donc ici c'est de l'euro, dans quelle zone, dans quelle région Azure est instanciée cette fameuse ressource. Et ensuite on a pas mal de détails derrière, les tags, s'il y a des tags, etc. Donc ça c'est une première version entre guillemets des données de facturation. On a également les données de facturation disponibles sous la forme de fichiers PDF, où là encore, on a à peu près le détail un peu plus visible que le fichier Excel, mais moins travaillable. Et ici, donc, on retrouve la même chose. Alors là encore, la partie invoice, facture, on peut les récupérer directement en utilisant la ligne de commande Azure, l'Azure CLI, avec la commande suivante, AZ Billing Invoice List. Donc là, je récupère mes invoices, puis après j'ai d'autres commandes qui me permettent de travailler sur ces factures. Donc, la vraie question à se poser quand on fait du cloud et que potentiellement des gens peuvent déployer des ressources qui peuvent coûter de l'argent et sans forcément le faire exprès, c'est donc l'idée, c'est de limiter les surprises. Donc première chose, effectivement, si on définit des budgets et donc des limites et des alertes associées dans Azure Cost Management, globalement, si à un moment on a une dérive, on devrait rapidement être notifié et donc pouvoir faire les actions correctrices associées derrière. Ça, c'est la première chose, on vient de le voir à l'instant. Deuxième option pour limiter les surprises, c'est d'utiliser le forecasting, on va en parler juste après. Et troisième option, en fait, c'est de caper l'usage de certains services. Donc caper l'usage de certains services, ça veut dire par exemple définir des quotas sur le nombre d'objets pour un service donné qu'on peut faire. Par exemple, dire on peut créer X VM de telle taille et pas plus. Donc on met un quota qui limite par utilisateur le nombre de VM de telle taille qu'il peut démarrer. Et puis pour certains services, on aura également des options qui vont permettre de dire ce service-là, je vais limiter à tel usage et donc empêcher qu'il consomme plus que telle valeur ou telle consommation. Donc le forecasting, c'est aujourd'hui une option qui est nouvelle, qui est encore prévue à ma connaissance dans Azure. Si on regarde l'interface d'Azure Cost Management, on voit le coût actuel lié sur l'abonnement Azure par rapport au jour donné. Et puis on a un forecast ici qui est en gros une estimation, une prévision de à combien va être la facture à l'issue du mois de facturation.
Donc cette prédiction de la facturation, en fait, elle est basée par rapport à l'historique et par rapport, en gros, à la télémétrie des usages de l'abonnement. Donc en gros, plus l'histoire est longue avec l'abonnement, plus l'outillage de forecasting sera pertinent, là encore, hein, plus l'échantillon est grand, plus le résultat lié à l'apprentissage derrière est bon. Donc on a une API qui est disponible pour le forecasting, donc ça nous fait une quatrième API, et ça permet effectivement, cette API, de se projeter dans les coûts futurs. Donc je vous encourage à lire au moins deux articles, et peut-être trois d'ici là, de Benoît Sautière, qui travaille aujourd'hui chez Selenza, et qui a écrit des très très bons articles sur cette API de forecast qui n'est pas encore très connue parce qu'elle est assez récente. Et donc je vous mettrai les liens dans l'article de blog associé à cette vidéo. Donc ici un exemple de script que Benoît a fait, qui est du PowerShell et qui lui permet effectivement d'utiliser l'API pour faire du forecasting par rapport à son ou ses abonnements. Alors à noter, c'est que l'API étant en preview, aujourd'hui elle ne fonctionne pas encore pour tous les types d'abonnements Azure. Vous savez qu'il existe plein d'abonnements, les abonnements de type entreprise, les abonnements de type pay-as-you-go, de type MSDN, de type trial, de type CSP, etc. Donc l'abonnement aujourd'hui étant, l'API est aujourd'hui en preview, il doit fonctionner pour des abonnements de type EA, donc avec des accords entreprises. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait caper les coûts d'ingestion, les coûts de certains services. Donc parmi ces services, si je reprends le cas que j'avais tout à l'heure, sur le mois d'octobre, j'avais un pic d'utilisation en fait des services de log. Donc les services de log aujourd'hui sont de plus en plus utilisés, donc ce qu'on appelle les Log Analytics Workspace, donc les puits de log dans Azure. Ils sont aujourd'hui de plus en plus utilisés parce que toute ressource qu'on crée dans Azure, on peut l'associer à un puits de log pour envoyer toutes ces données de télémétrie et de journaux d'activité, hein. Donc potentiellement, ça peut tout d'un coup faire un peu de consommation de ce service. Ce service, en fait, est facturé de la manière suivante. On a une partie qui est l'ingestion des données, c'est-à-dire l'envoi des données ou la récupération dans ce puits de log des données et son traitement par le service. Donc le traitement, ça veut dire prendre ces données qui arrivent sous différentes formes et après les structurer selon un format de type base de données qui permettra après de faire du requêtage dessus. Donc ce traitement, ça prend du compute, donc ça coûte de l'argent. Donc c'est ce qu'on appelle ici le log data ingestion. C'est ce qui coûte d'ailleurs le plus cher. Ces informations sont stockées gratuitement pendant 30 jours. Dès qu'on va dépasser les 30 jours, on va avoir des coûts additionnels qui seront en fait simplement des coûts de stockage. Donc la rétention en tant que telle ne coûte pas vraiment cher. Ce qui coûte cher, ça va être l'ingestion. Et ici, donc, dans le tableau de bord de Log Analytics Workspace, on retrouve par exemple ici les données ingérées sur les 31 derniers jours, avec ici le détail de est-ce que les données viennent de tel ou tel service et servent à tel ou tel usage. Donc ce qui est intéressant ici, donc effectivement dans le paramétrage d'un Azure Log Analytics Workspace, de venir faire un petit tour dans la partie usage et coût estimé. Et là déjà vous avez en gros le coût estimé par mois par rapport aux 31 derniers jours. Ensuite, si on veut éviter les mauvaises surprises telles que j'ai pu avoir dans mon exemple tout à l'heure, on peut venir caper l'ingestion des logs, c'est-à-dire dire ce puits de log va recevoir au maximum tant de mégas ou de gigas ou de téras par jour. Et dans ce cas-là, il faut venir ici sur Daily Cap. Et ensuite, ici, vous allez choisir de caper de manière journalière, quotidienne, le montant de données que vous allez collecter. D'accord ? Donc attention, potentiellement, quand vous allez faire ça, eh bien, vous allez risquer de perdre des données de journalisation parce qu'en fait, quand le système atteindra la limite, et en fait, il n'ira pas plus loin. C'est-à-dire qu'il arrêtera de loguer, puis il attendra en fait d'arriver à l'issue des 24 heures, et puis là, il repartira avec un quota. Donc c'est un quota qui est journalier. Et donc si on le met trop bas, en fait, on n'utilise pas finalement, on a la moitié de l'information des logs. Donc néanmoins, c'est quand même intéressant de fixer une limite dès qu'on crée un Azure Log Analytics Workspace. Une limite qu'on peut mettre un petit peu haute au départ, mais au moins on se met une limite qu'on estime ne pas dépasser. Si ça arrive à cette limite-là, on doit se poser des questions sur est-ce qu'on a bien ou pas paramétré l'envoi des logs vers ce puits de log. Donc je pense que mettre une limitation journalière n'est pas une hérésie, au contraire. Mais au départ, on la met un peu haute et puis on regarde l'usage
Et puis après, ben, l'usage va vous permettre un peu de définir une valeur qui est enfin, suffisante pour bien loguer, mais également suffisante pour bien bloquer si à un moment on avait tout d'un coup un afflux de log. Alors pour optimiser ces coûts dans Azure, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, je les ai listées ici, maintenant on va rentrer un peu dans le détail, mais globalement, il faut bien choisir la région où on va déployer, il faut bien choisir ses abonnements, il faut réutiliser des licences quand on a déjà des contrats d'entreprise. Il faut bien entendu supprimer ce qui n'est pas utilisé, agir en bon père de famille. Arrêter les instances qu'on n'utilise pas, ou alors prendre les bonnes classes de machines virtuelles, acheter des ressources qui ont des réservations, prendre des bons outils. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc première chose, c'est de bien choisir les bonnes ressources, les bonnes régions Azure. En fait, savoir c'est que le prix d'une ressource Azure va varier pour la même ressource, le même type de ressource d'une région à l'autre. Et ça s'explique assez simplement. C'est que les coûts qui sont définis pour une ressource correspondent en fait aux coûts d'opération, notamment du data center, où sont stockées ces ressources. Donc on a différents postes de coûts qui vont influencer ces prix, hein. Donc le coût immobilier, bah, effectivement, un data center en plein milieu des États-Unis versus un data center dans Tokyo, Singapour, du point de vue immobilier, donc c'est-à-dire le coût du mètre carré, bah, il est vraiment pas le même. Et donc en Asie, par exemple, le coût du mètre carré est assez élevé. Les data centers sont dans le centre des villes, hein, et donc effectivement, ben, ça a un impact à la fin sur la ressource tourne dans ce data center. Les taxes également, donc que ce soit les taxes à l'échelle du pays ou à l'échelle de l'État ou à l'échelle de la ville, vont avoir un impact effectivement également sur le coût des ressources dans Azure. Les coûts énergétiques, c'est-à-dire entre avoir un data center dans une région où l'énergie n'est pas très chère, et puis l'inverse, où dans une région où on n'a que de l'énergie fossile et pas de nucléaire ou pas d'hydroélectrique, et ben ça va avoir un impact. Le coût de la main-d'œuvre va jouer également. Euh, une personne qui travaille en Irlande versus une personne en France n'aura pas les mêmes salaires ni les mêmes coûts pour l'employeur. Le coût du réseau, la bande passante également, ne coûte pas la même chose en fonction des endroits où on est dans le monde. Si on est au Brésil, par exemple, le Brésil va coûter très cher en termes de réseau. Voilà. Donc de tout cela, qu'est-ce qu'on doit en retenir? Bah, c'est qu'on peut optimiser certains coûts en choisissant des régions où les ressources Azure sont moins chères. Alors attention, il faut quand même tenir compte des besoins que vous pouvez avoir, donc que ce soit en termes de réseau. Est-ce que vous avez besoin d'une latence très faible entre vos différents composants applicatifs ou entre vos utilisateurs et l'application? En termes également de contraintes réglementaires, hein, si vous êtes une entreprise en Europe avec des contraintes liées à votre activité, des contraintes réglementaires européennes, peut-être que ça va vous imposer d'être situé géographiquement dans des régions qui sont en Europe, etc. etc. Donc si on résume les régions Azure, il y en a aujourd'hui 55. On est très bien couvert sur l'Europe, très bien couvert sur le continent nord-américain, assez bien couvert sur la partie Inde et Asie, Australie également. L'Afrique est bien couverte sur le sud, et ceux qui sont sur le nord vont plutôt avoir tendance à se connecter aux ressources qui sont en Europe. Et puis très récemment, on a pas mal investi également sur la partie Golfe Persique, hein, avec les Émirats Arabes Unis et l'ouverture prochaine du Qatar. Donc globalement, on doit pouvoir trouver des régions Azure là où on en a besoin. Là encore, les coûts ne sont pas les mêmes entre le coût en France, par exemple, versus le coût en North-Europe, qui est Dublin. Eh bien, Dublin est moins cher que la France pour des raisons d'énergie, de taxes, des coûts des employés, etc., etc. Quant au Brésil, le Brésil il est un petit peu tout seul ici en termes de région Azure en Amérique du Sud. Et du coup, ce qui coûte cher au Brésil, c'est vraiment le réseau. Donc là encore, si à un moment on veut chercher des coûts un peu moins chers, on va peut-être utiliser par exemple les États-Unis, où les ressources sont globalement un peu moins chères qu'en Europe. On évitera l'Asie ou le Japon, où là pour le coup ça coûte assez cher, etc. Ensuite, on doit choisir le bon type d'abonnement Azure. Donc, si on utilise des abonnements de type Test and Dev, enfin, on devrait utiliser des abonnements de type Test and Dev pour les environnements qui sont du Test and Dev. Ça paraît une tautologie, mais pourtant, c'est très intéressant, c'est que les abonnements de type Test and Dev comprennent pas mal de choses qui vont vous permettre d'économiser de l'argent, notamment si vous utilisez dans vos environnements de Test and Dev du Windows, des serveurs BizTalk, du SQL Server, certains services de passe. Et là encore,
le fait d'instancier ces ressources dans des abonnements particuliers faits pour le test and dev va vous permettre de réduire votre facture Azure globalement. Donc il y a deux abonnements Azure de test and dev. Il y a l'abonnement Enterprise et le Pay as you go. Il n'y a pas encore le CSP. Donc ça, c'est vraiment des abonnements Azure séparés, qui auront une tarification séparée et qui auront également des contraintes d'usage différentes de celles qu'on peut avoir sur un environnement, un abonnement Azure fait pour de la production. Donc si on prend le détail, c'est les deux colonnes ici qui sont à droite. On va voir donc les abonnements Azure de type entreprise ou de type pay-as-you-go. Et globalement, ce qui est important ici, c'est de retenir, c'est les termes d'usage. Donc ces abonnements Azure sont restreints pour du test and dev uniquement. Et donc pas pour de la production. Ça veut dire que si vous prenez ces abonnements et vous commencez à faire de la production dessus, vous êtes déjà hors de la licence d'utilisation. Et en plus, si vous avez un problème, globalement, le support ne va pas vous aider de la même façon. D'accord. Donc qu'est-ce que ça apporte les abonnements Test and Dev entreprise ou pay-as-you-go? Alors globalement, déjà, pour l'usage de machines virtuelles Windows, on ne fait pas payer dans ce type d'abonnement les licences Windows. Donc en gros, les machines sont facturées au même titre qu'une machine Linux, c'est-à-dire en gros, vous payez vraiment la partie compute et non pas la partie compute plus licence, ce qu'on a normalement dans du Windows. Même chose pour les machines de type Beastalk. Là encore, elles sont facturées au compute et donc la partie licensing, que ce soit Windows et Beastalk dessus, n'est pas payée. Si vous utilisez dans des abonnements Test and Dev des SQL Database, donc des databases managées Azure, la réduction peut aller jusqu'à 55% du prix par rapport à un abonnement normal SQL. Les VM également SQL Server, on ne fait pas payer ni la partie Windows, ni la licence SQL Server. Là, c'est facturé au prix d'une VM Linux, c'est-à-dire juste la partie compute. Les Logicap, 50% de réduction, et ensuite on a d'autres services de type PaaS comme les App Services, les Cloud Services, qui sont l'ancien nom des App Services, donc ça doit être assez vieux. Et les clusters HD Insight, là encore, il y aura des discounts, mais là ça va varier en fonction des instances et des types. Donc quand on voit ça, on comprend tout de suite que bah oui, pour des environnements de test and dev qui potentiellement peuvent contenir un certain nombre de machines Windows, du SQL Server, plus certains services tels que HD Insight, eh bien c'est très intéressant, économiquement parlant, versus un abonnement normal avec des coûts de licence qu'on va payer à l'intérieur. Autre option pour optimiser ces coûts de licence, l'Azure Hybrid Benefit. Donc l'Azure Hybrid Benefit, c'est juste une offre tarifaire qui vous permet en gros d'optimiser les investissements que vous avez déjà fait en termes de licence, donc licence Windows Server et licence SQL Server, que vous avez payé dans le cadre d'un accord entreprise. Et en gros, vous dites, OK, j'ai acheté des licences il y a peut-être 1 an ou 2 ans, parce que j'ai racheté des licences pour mon organisation avec des ressources qui sont dans nos data centers. Et puis vous souhaitez déplacer, migrer ces ressources vers Azure. L'idée, c'est de ne pas vous refaire payer à nouveau ces licences pour les ressources qui sont exécutées dans Azure, simplement de dire je vais reprendre mes licences et je vais les déplacer vers Azure et donc je ne vais pas repayer à nouveau mon SQL Server ou mon Windows Server parce que je l'ai déjà acheté. Donc du coup ça fait un tarif réduit sur les VM parce que du coup les VM là encore on ne va payer que le compute et on ne va pas repayer en plus la partie licence des VM Windows ou des VM SQL. Et puis de la même façon, si on prend du SQL Database, on va avoir une réduction parce qu'on a déjà payé les licences SQL Server de l'autre côté. Donc ça c'est disponible pour cette offre Hybrid Benefit pour tous les clients qui ont des licences SQL et Windows Server et qui sont en couverture software assurance. Ou ceux qui ont des licences d'abonnement éligibles qui sont à peu près équivalentes à ces software assurance. Ça c'est ça qui est à retenir. Donc les produits concernés, Windows Server, standard ou data center en software assurance, SQL Enterprise Core avec software assurance ou SQL Database. Visuellement, comment ça va se retrouver, par exemple, si on crée une machine virtuelle Windows dans Azure, donc là je crée une machine virtuelle, sur la première fenêtre de configuration, tout en bas, j'ai une zone qui s'appelle Save Money, qui me dit qu'on peut économiser jusqu'à 50%, 49% du prix de cette VM en réutilisant en fait sa licence dans le cadre du Azure Hybrid Benefit. Donc là, on reprécise, j'ai déjà ma licence Windows, je confirme
que j'ai une licence Windows qui est éligible à la software assurance et donc que je peux utiliser dans ce cadre précis. Donc on est vraiment ici sur du déclaratif. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, du coup, le prix automatiquement de la VM sera calé au prix d'une VM Linux, c'est-à-dire une VM où il n'y a pas de coût additionnel lié au licensing de Windows. Autre chose qu'on peut faire avec les VM, c'est les arrêter de manière automatique. Là encore, on va reprendre les environnements non critiques de type test and dev, et de se dire est-ce qu'on a besoin que toutes les machines virtuelles pour le test soient exécutées 24 heures sur 24? Probablement pas. En général, c'est souvent utilisé pendant les heures ouvrées. Donc finalement, c'est un petit peu ici comme l'électricité, où on peut essayer de sensibiliser ses utilisateurs, ses développeurs, ses IT, ses DevOps à arrêter tous les soirs leur machine virtuelle avant de partir, de rentrer chez eux. On peut également automatiser simplement ça et faire en sorte qu'effectivement, passé une heure donnée, les machines sont automatiquement arrêtées et donc du coup les économies peuvent être assez substantielles parce que si on considère qu'une journée de travail est entre 8 et 9 heures ou 10 heures par jour, eh bien avoir une machine qui tourne pendant 8 ou 10 heures versus 24 heures, eh ben, ça fait quand même une réduction d'environ 60%. Donc rapidement, on peut faire des économies là-dessus. Donc ces options d'auto-shutdown, en fait, c'est déjà nativement prévu en fait, dans les options des machines virtuelles dans Azure, et on peut les paramétrer ici. Alors soit c'est un paramétrage post-installation, soit c'est lors de la création de la VM où on rajoute ces options. Et donc ici, par exemple, j'ai planifié l'arrêt d'une machine à 8 heures du soir pour la zone Paris, le fuseau horaire Paris. Je me fais ici envoyer une notification avant d'arrêter la machine virtuelle. Je la fais envoyer ici sur une adresse email, mais je pourrais également utiliser un webhook et me faire notifier de l'arrêt de cette machine virtuelle dans un channel Teams ou dans un channel Slack par exemple. Donc si on le faisait dans Teams, on peut utiliser un webhook, donc on configure pour son channel un incoming webhook qui va vous générer donc une URL qu'on viendra positionner ici dans le webhook URL. Et une fois que ce sera configuré, automatiquement, on recevra ce type de notification qui dit telle ressource va être arrêtée dans 30 minutes. Voilà. Et on a une option après pour dire ne l'arrête pas tout de suite, je vais rester un peu plus tard au travail et donc j'ai besoin de ma machine. Ensuite, l'option que je vous ai montrée ici était un auto shutdown, donc ce n'était pas un auto start. Donc c'est en gros, si on arrête la machine et puis après c'est le matin quand l'Ops, le DevOps, l'IT arrive et qu'il va redémarrer sa machine de dev and test. Si on veut automatiser également le démarrage de ces environnements, on va passer cette fois-ci par Azure Automation, qui est le service d'orchestration dans Azure, pour faire différentes tâches. Et donc dans la partie Automation, on a ce qu'on appelle les runbooks, qui sont des ensembles de scripts ou de tâches. Et donc vous pouvez aller voir la galerie des runbooks. Et il y a pas mal de gens et des équipes produits également qui ont mis à disposition différents runbooks pour faire ces opérations d'arrêt de machine ou d'arrêt, redémarrage de machine. Donc vous en avez tout un exemple ici. Et donc avec pas mal de téléchargements et des exemples sont plus ou moins récents. On en a qui datent d'à peu près il y a un an, en 2018, donc ceux-là sont parfaitement utilisables. Et ça permet du coup de provisionner le démarrage à une date, à une heure donnée, et l'arrêt également, donc arrêt et redémarrage. Autre élément pour optimiser les coûts du compute, c'est utiliser ce qu'on appelle les VM Spot, Azure Spot VM. Donc on les appelait avant les Low Priority VM. Donc en gros, c'est avoir accès à des ressources d'Azure de type compute, donc vraiment de la puissance de calcul des VM, à un prix qui est moins cher que le prix normal en pay-as-you-go. Par contre, le pendant de tout ça, c'est qu'à tout moment, on peut vous récupérer ces VM. C'est-à-dire qu'en gros, on peut reprendre la puissance de calcul qui est attribuée à ces VM. Alors, vous êtes notifié 30 secondes avant la désallocation de la VM. Et en gros, on comprend vite que du coup, ce type de VM est bien pour certains usages particuliers, c'est-à-dire des workloads qui peuvent être interrompus. Du traitement batch, ou alors rajouter quelques VM dans une ferme de serveurs sans pour autant mettre toute la ferme avec ce type de VM, avoir des environnements de test and dev, etc. Donc des choses qui soit supportent d'être interrompues, soit ne sont pas importants comme une production qui ne peut pas s'arrêter. Donc les Azure Spot VM marchent pour les VM ou les VM Scale Set. Donc, les VM Scale Set, je rappelle que c'est un objet qui correspond entre une et X VM, donc une ferme de VM basée sur une même image, avec des mécanismes d'auto-scaling. Donc
scale out pour ajouter des instances et scale in pour en retirer. Et donc globalement, on va définir dans Azure Spot VM le prix maximum qu'on souhaite payer. Donc aujourd'hui, parce qu'on est en preview, fin décembre 2019, on va définir ça en devise, en devise dollar américain et jusqu'à 5 décimales. Ça, Azure Spot fonctionne sur la plupart des familles de VM, sauf celles qui sont taguées comme étant promo ou les séries B, c'est les séries qui sont burstable. Et point important, on n'a pas de niveau de service attendu, de Service Level Agreement sur les VM Azure Spot. Effectivement, les SLA sur nos VM sont des niveaux de service de disponibilité. En gros, on s'engage à ce quand un service tourne sur cette VM, que ce service soit disponible X% du temps, 99.9 à 99.99. Sur une VM qui peut être préemptée à tout moment, ça n'a pas vraiment de pertinence. Donc comment concrètement ça va se matérialiser? Donc on va créer une nouvelle machine virtuelle. Ici désormais on va avoir dans l'assistant la notion d'Azure Spot Instance. Donc si on choisit oui, on va avoir deux modes en fait. Soit le mode capacitaire. Donc en gros c'est s'il y a une réserve de machines dans le data center qui peuvent être utilisées pour Spot, et dans ce cas-là, on va les utiliser. Et le deuxième type, c'est le prix, où là on va donner un prix maximum. Et en gros, si le prix de la VM qui va fluctuer en fonction du temps devient trop cher, et la machine est enlevée. Ensuite, sur la politique d'éviction, soit la machine est arrêtée, parce qu'effectivement, le prix est devenu supérieur à ce qu'on était prêt à mettre. Donc en gros, le système nous arrête la machine, et puis voilà. Soit la machine est supprimée, mais ça, c'est pas encore disponible dans la preview. Et donc, si on est sur le mode prix ou capacité, donc on va donner un prix maximum. Et dès que le prix de les instances spot vont devenir trop cher, en gros, la machine est arrêtée, voilà, tout simplement. Pareil, si Azure a besoin tout d'un coup de plein de VM qui font partie en termes de puissance de la famille que vous souhaitez, et que donc on va prioriser les clients qui vont payer plus cher. Donc là encore, on arrêtera la VM, on la désallouera, et puis voilà. Donc là, on définit ici le prix maximum qu'on est prêt à payer par heure. Si on clique ici pour avoir une idée de combien on est prêt à mettre, on clique sur Compare Price dans les régions les plus proches. Et là, vous avez le prix qui est donné. Donc, pour l'instant, dans la preview ici, qu'il y a dans la capture d'écran, le prix était fixé ici à une valeur donnée. Mais après, on pourra définir effectivement jusqu'à combien on est prêt à mettre. Et donc, le prix, c'est vraiment une place de marché qui va dépendre de l'offre et de la demande, en gros, sur nos capacités. L'idée derrière Spot, c'est vraiment de se dire, il y a une certaine capacité disponible dans les data centers Azure. Par exemple, pour les familles F dans la catégorie FV2. Si j'ai 100 FV2, j'ai la puissance pour 100 FV2 et qu'il n'y en a que 10 qui sont utilisés, potentiellement on mettra sur le marketplace, enfin sur Azure Spot, on mettra les 90 qui vont rester. Plutôt que de ne pas les vendre, on préfère les vendre à un tarif remisé. Voilà, tout simplement, c'est le principe. On peut bien entendu créer en ligne de commande des machines virtuelles avec du spot. Dans ce cas-là, ici, on rajoute dans les nouvelles options le moins priority spot. Et ici, hop, la machine est créée. Et là, ici, le price -1 veut dire que si la machine ne sera pas désallouée par rapport à un prix, en gros, le prix pourra augmenter jusqu'au prix d'une VM standard. Et puis donc voilà, donc on peut économiser, mais pas sûr. Ensuite, une autre option pour réduire sa facture Azure, c'est d'acheter des ressources réservées. Donc les réservations, ça permet en gros d'économiser de l'argent en s'engageant sur un plan d'1 an ou 3 ans sur différents types de ressources. Donc en gros, on sait qu'on va utiliser pendant plus d'1 an, par exemple des machines virtuelles ou du stockage ou une base de données. Et bien plutôt que payer le prix normal à l'usage, on va dire moi je m'engage sur plus longtemps, donc je veux une ristourne. Donc c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et donc l'engagement permet d'obtenir une remise sur les ressources utilisées. Donc plus l'engagement est long, plus la remise est intéressante. Et donc le paiement de la réservation, soit il est fait à l'avance en upfront. Donc en gros, je prends une VM sur 3 ans, je la paye cash entre guillemets. Je paye tout à l'avance et puis après, voilà, du coup j'ai un prix qui est réduit. Soit la réservation, elle est faite, on la paye au mois le mois, c'est-à-dire qu'on prend le coût global sur la durée, par exemple de 3 ans, on divise par 12 et ça nous fait un coût qui est lissé.
Donc les réservations se font au travers du portail, donc il faut avoir le droit de le faire, il faut un portail, il faut un abonnement qui permette de faire ce genre de choses, typiquement un abonnement d'entreprise ou un CSP. Et donc on va arriver ici, on va voir l'ensemble des ressources qui sont dites réservables, et donc avec potentiellement des économies à la clé. Donc première chose qu'on peut réserver, c'était les premiers types de réservations qu'on pouvait faire dans Azure, c'est la réservation d'instances de machines virtuelles. Donc là on parle vraiment de la partie compute, hein, c'est-à-dire en gros de la puissance en termes de RAM et de CPU qu'on va se réserver. Donc ça couvre pas les frais logiciels, tels que les licences de système d'exploitation ou système d'exploitation Windows, Linux, SUSE ou autre. Ça ne comprend pas non plus les frais de réseau, c'est-à-dire en gros le trafic sortant en termes de réseau, ni le stockage, c'est-à-dire les disques associés à la machine virtuelle. Si on combine une réservation d'instances de VM avec l'Azure Hybrid Benefit, on peut obtenir en fait jusqu'à une réduction de 80% des coûts si on est sur une durée de 3 ans. Donc c'est vraiment assez intéressant. Donc là ici on avait un exemple d'optimisation où on a le prix total en PSUGO, 72% de réduction du coût si on passe sur un engagement sur 3 ans. Et si on rajoute ces VM, qui sont des VM par exemple Windows, les Azure Hybrid Benefit, et bien là on obtient 80% de réduction. Donc finalement, c'est très intéressant dès qu'on sait qu'on va avoir des ressources qui vont rester. Je sais pas, vous migrez par exemple un contrôleur ou vous créez un contrôleur de domaine Active Directory ou un serveur SQL Server ou des choses qui sont des services que vous allez utiliser pendant longtemps, 1 an à 3 ans. C'est plus qu'intéressant de prendre des instances réservées versus payer en tarif quotidien en PSUGO. Donc pour réserver des, des instances de machines virtuelles, eh bien on va choisir en gros dans quelle région on souhaite les réserver, sur quelle durée, la méthode de facturation, est-ce qu'on sera sur une méthode de paiement en upfront ou paiement au mois. Et ensuite, on va pouvoir choisir pour ces réservations de l'appliquer soit à un abonnement, soit à un ensemble de ressources groupes, soit un ressource groupe. Alors j'ai parlé ici de la partie compute des VM. Si les VM ont des SSD de type premium, des managed disk premium, là encore il existe la possibilité de faire des réservations, d'utiliser des réservations, alors cette fois-ci non pas sur 1 an ou 3 ans, mais que sur 1 an aujourd'hui sur la partie premium SSD. Et ça c'est valable pour les disques qui font de 1 Tera à 32 Tera de SSD, donc les P30 au P80. Là l'économie est moins importante que sur la partie compute, mais ça fait quand même jamais de mal. Si on a fait une réservation pour des machines virtuelles sur 3 ans, généralement il va y avoir un stockage associé derrière, et si le stockage est du SSD, il n'y a aucune raison de ne pas prendre effectivement des disques managés réservés. Ça amènera 5% d'économie, mais là encore, à l'échelle, ça peut faire une certaine somme. Côté stockage, sur les comptes de stockage, on a également l'Azure Storage Reserve Capacity, où là l'idée encore est d'acheter en fait du stockage, une capacité sur la durée. Donc là on est toujours sur 1 an ou 3 ans. Et on va acheter par bloc de 100 Tera, donc de 100 Tera à 1 pétaoctet. Et là potentiellement on peut aller jusqu'à 38% d'économie. Une fois qu'on a acheté cette capacité, donc cette volumétrie en termes de stockage, on va la distribuer sur des blocs blob et on va la distribuer également sur de l'Azure Data Lake en Gen 2. Point intéressant, ces réserves capacity pour la partie stockage, c'est valable pour tous les access tiers, c'est-à-dire le standard, le cool ou le archive pour la partie archivage. Et pour toutes les options de redondance, donc de la redondance de type LRS avec 3 copies locales dans une même région, jusqu'au ZRS ou le RH ZRS, donc le read access, zone géographique, zone redondante storage. Voilà. Les réservations fonctionnent également pour les services de base de données en passe, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc si on a choisi de moderniser ces applications et qu'on remplace ces bases de données traditionnelles dans des VM par de la base de données gérée, managée en passe, donc on a des réductions et des réservations possibles sur SQL Database, mais également les Azure Database pour MySQL, PostgreSQL, MariaDB. Pour ces trois-là, on peut aller jusqu'à 51% de réduction sur un engagement effectivement sur 3 ans.
Cosmos DB également peut être utilisé, peut avoir de la réservation pour baisser les coûts. Là encore, je n'ai pas mis ni la réduction associée à SQL Database ni pour Cosmos DB, parce que la méthode de calcul est un peu plus complexe et je n'avais pas les chiffres au moment où j'ai écrit ce contenu. Et puis sur la partie Azure Data Explorer, là on peut aller jusqu'à 30% d'économie. Donc mine de rien, quand on commence à combiner tous ces services de réservation, on s'aperçoit qu'on peut rapidement, en fait, si on est certain que les workloads qu'on va faire tourner vont perdurer au moins 1 an, on est certain de vraiment réduire sa facture de cloud. Ensuite, pour aider encore à l'optimisation de la facture, qu'on a suivi tous ces conseils, on peut également utiliser un outil, un service qui est disponible dans Azure qui s'appelle Advisor, Azure Advisor. Donc Advisor, c'est un conseiller, traduction en anglais. Et en fait, dans la partie, dans les conseils que Azure Advisor va vous donner, il y a des conseils liés à l'optimisation des coûts. Dans cet exemple-là, qui est relativement simple, dans la partie coûts, il me dit ici, il y a une recommandation qui a un impact moyen, mais qui te permettrait d'économiser 75 € par année. Si je regarde le détail, il va me dire ici, supprime l'adresse IP publique qui n'est associée aujourd'hui à aucune autre ressource Azure. Donc ça veut dire dans mon abonnement, il y a une ressource qui s'appelle de type adresse IP publique que j'ai créée, que j'ai dû utiliser, mais les services associés derrière, finalement, je les ai supprimés par la suite. Et là, j'ai 2 adresses IP publiques qui sont présentes ici, qui ne servent à rien, mais qui me sont facturées quand même, c'est une ressource. Donc là, on me dit, ben, l'économie potentielle à supprimer ces 2 adresses IP, ben, ce sera 75 € par an. Si on fait toutes les bonnes opérations que check Azure Advisor, eh bien on vous dit, bah, c'est bon, vous avez toutes les recommandations en termes de coûts. Alors du coup, on peut se dire, mais qu'est-ce que Azure Advisor va réellement faire? Eh bien, il va regarder tous les éléments suivants. Il va optimiser en gros le coût des VM. Donc en gros, il va regarder est-ce qu'une VM elle n'est pas trop dimensionnée par rapport à son usage. Donc là, il va lire les métriques en fait d'Azure Monitor et puis il va dire bah, cette VM là, elle est utilisée en permanence à 5% de sa puissance. Peut-être que tu peux prendre une machine plus petite, donc moins chère. Ou alors cette machine elle est vraiment pas du tout utilisée, elle tourne à rien du tout en termes de pourcentage. Donc potentiellement tu pourrais l'arrêter. De la même façon, il va regarder les coûts liés au circuit express route. Quand on crée l'express route, la première chose, c'est qu'on va provisionner dans l'interface un circuit. Ça va nous générer une clé de service qu'on va donner au fournisseur telco ou fournisseur express route, qui va ensuite finir de faire la configuration d'express route. Si on ne continue pas ça, en fait, on a créé un objet qui potentiellement peut coûter beaucoup d'argent, en fait, même s'il n'est pas utilisé. Donc ça s'appelle un circuit, donc le circuit non provisionné, il faut les supprimer. Pareil, si on a configuré des passerelles réseau, donc soit des passerelles réseau ExpressRoute, soit VPN si Tacite, ou VPN, là encore, s'il s'aperçoit que les passerelles sont inactives ou qu'elles n'ont pas été configurées, eh bien, il propose en fait soit de les reconfigurer avec des valeurs plus basses, soit simplement de les supprimer. Pareil, il va recommander Azure Advisor d'acheter des instances réservées si ça devient plus intéressant par rapport au coût en pay-as-you-go. Il va proposer, là tout à l'heure c'était mon exemple, de supprimer des adresses IP publiques non associées. Il va supprimer les pipelines Azure Data Factory qui sont en échec. Et puis également, il va proposer pour la partie snapshot des disques durs d'utiliser des standards snapshot. Il faut savoir que les managed disques Azure, donc ce sont les disques associés aux machines virtuelles, on peut faire des snapshots, donc des clichés instantanés qui permettent de revenir en arrière pour du backup par exemple. Sauf que les snapshots, si vous avez des disques managés de type premium, il va vous mettre le snapshot sur du premium également. Or, le snapshot est plus une sorte de backup ou de retour arrière possible. Est-ce qu'on a besoin de le stocker sur un stockage haute performance? Probablement non. Donc en gros, il est plutôt conseillé pour des raisons économiques d'utiliser des snapshots standards qui sont basés sur des disques durs standards, même si on a des disques durs SSD sur ces machines. Donc voilà, ça fait partie des choses aujourd'hui que Azure Advisor surveille. La liste va évoluer dans le temps parce qu'on va améliorer le service au fur et à mesure. Mais déjà, ça fait tous les éléments que lui va regarder, que vous pouvez déjà même regarder avant d'utiliser Azure Advisor. En résumé, pour optimiser et mieux gérer ses coûts dans Azure, en 1, on utilise Azure Cost Management pour analyser l'usage des ressources qu'on a, le coût qui est associé. Ensuite, on va utiliser Azure Advisor pour suivre ces bons conseils. S'il y a des optimisations possibles, autant que ce soit le système qui vous le dise, plutôt de chercher tout seul tout ce qu'il y a à faire. Si vous avez des ressources que vous allez utiliser sur le long terme, ça vaut le coup de regarder si elles sont disponibles en réservation. Si vous avez des VM et beaucoup de VM qui tournent, automatiser les arrêts si ces VM n'ont pas besoin de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, pour tout ce qui est environnement de test and dev, donc tout ce qui n'est pas la production,
Peut-être utiliser des régions où les ressources coûtent moins cher, et utiliser également des abonnements associés, je pense aux abonnements de type Azure Test and Dev. Voilà. Avec tout ça, normalement, vous devriez pouvoir mieux gérer vos coûts Azure, optimiser votre facture, voire réduire vos coûts.